Colonel Goya, est-ce qu'il faut craindre justement cette multiplication des fronts avec à la fois ces deux raids simultanés, même si effectivement on n'a pas encore la confirmation de l'élimination du numéro 2 du Hezbollah? Oui, alors deux remarques préalables. La première, point de vue technique, les Israéliens montrent et démontrent qu'ils sont capables de frapper n'importe où. Alors s'il s'agit effectivement d'une frappe aérienne à Téhéran, c'est probablement comme au mois d'avril avec l'emploi d'avions F-35 américains furtifs. Et qui leur permettent de pratiquement taper où ils veulent sans être arrêtés. Donc ça, il y a aussi un message derrière tout ça. On peut vous attaquer n'importe où. Parce qu'on n'a pas les précisions, on ne sait pas très bien comment ça s'est passé. Non, on n'a pas. Mais si c'est une attaque aérienne, comme ça a été indiqué, bon, comme c'est certain évidemment à Beyrouth, mais comme ça a été indiqué aussi pour Téhéran, c'est de ça dont il s'agit et c'est aussi un message militaire. Deuxième remarque sur la personnalité de Fouad Choukr. S'il est effectivement impliqué, quand il était beaucoup plus jeune, dans les attaques du 23 octobre à Beyrouth contre la FMSB, cet homme-là a également du sang français sur les mains, il faut quand même le rappeler, avait du sang français sur les mains, puisqu'il y a 58 soldats français qui ont été tués ce jour-là, à la suite des deux attaques suicides du Hezbollah. Donc, bravo aux Israéliens si effectivement ils ont tué Fouad Choukr, voilà, le français que je suis, les félicite. Et ça, on est dans la riposte à la roquette de samedi ? Oui, alors il fallait, maintenant, dans la situation particulière, qui effectivement, je rejoins Gilles Kepel, qui est beaucoup plus dangereuse en réalité que cet assassinat est beaucoup plus dangereux que l'assassinat d'Haniyeh concrètement à court terme. Et opérationnellement parlant surtout. Oui, bien sûr. Lui, non, mais parce que, alors il fallait, je vais revenir. Depuis le 7 octobre, il y a entre le Hezbollah et Israël une petite guerre limitée, rampante, parce qu'il y a une forme de dissuasion de part et d'autre. On sait très bien que le Hezbollah, comme Israël, peuvent faire donner l'un à l'autre des coups très forts. Donc il y a une forme de dissuasion. Restez là, vous maintenez la guerre sous le seuil de la guerre totale. Même s'il y avait en Israël en particulier, et sans doute peut-être du côté du Hezbollah aussi, une volonté, un mouvement voulant aller beaucoup plus loin dans la destruction. La frappe sur ces 12 adolescents, la mort de ces 12 adolescents druzes, ça change un peu la donne. Effectivement, il fallait absolument réagir fortement du côté israélien. Et la question, c'était est-ce que on reste dans cette action limitée, dans cette guerre relativement limitée, pour ne pas provoquer une escalade qui serait extrêmement dangereuse. Et l'assassinat, c'est pas limité de la part du Hezbollah. Alors, on ne sait pas si le Hezbollah a visé ces 12. Oui, alors ça, c'est... Non, mais c'est une anomalie, cette frappe. Pour l'instant, le Hezbollah limité considérablement les effets de ces frappes. On ne sait pas très bien si c'est un acte accidentel, s'ils ont délibérément visé la population civile, mais c'est un événement nouveau. Dans tous les cas de figure, c'est accidentel ou pas, c'est une escalade. Et donc, la question, c'est Israël. Que fait Israël ? Là aussi, la réponse est double. Attaque limitée, un peu plus fort, un peu plus symbolique. Donc, tuer le numéro 2 du Hezbollah, c'est quand même très fort. À Beyrouth, voilà, ça peut suffire. Ou alors se lancer dans cette campagne de destruction du Hezbollah, au moins la destruction du Hezbollah au sud du fleuve Litanie, comme le prônent certains, dont Yoav Gallant, par exemple, le ministre des Défense israélien. Pour l'instant, on reste limité. Et la parole maintenant est du côté du Hezbollah, qui lui aussi peut, parce qu'il faut réagir encore une fois, rester dans une configuration limitée ou, à son tour, basculer dans la guerre totale. Or, le Hezbollah, c'est pas le Hamas, c'est beaucoup plus puissant que le Hamas. Le Hezbollah a les moyens. A des moyens de frapper très fort, puissamment, de submerger le système de défense antiaérien israélien, de frapper toutes les villes, en particulier Haïfa, dans le nord du pays, et à une armée qui est beaucoup plus solide que celle du Hamas et qui est capable, elle aussi, de faire des raids éventuellement sur le territoire israélien, dans tous les cas de figure, de résister très fortement à une offensive israélienne. Donc, pour l'instant, les deux adversaires avaient un peu peur l'un de l'autre, et voilà, on peut basculer dans une nouvelle guerre. Alors très techniquement, très concrètement, du côté israélien, on attendait le déplacement des deux divisions d'actives, la 98-162 qui sont actuellement à Gaza, parce que sans ça, les Israéliens ne peuvent pas faire d'offensive terrestre au Liban. On attendait le mouvement vers le nord. Lorsque ces deux unités bougeront effectivement vers le nord, là on pourra dire oui, c'est la guerre, une nouvelle guerre totale, aussi violente que celle qui a lieu à Gaza, débutera bientôt.
Vous êtes du même avis, Rina Bassis? Est-ce qu'Israël, d'ailleurs, elle est prête à avoir ces deux fronts, effectivement, à la fois le Hezbollah et à la fois la guerre à Gaza, qui continue depuis maintenant près de 10 mois? Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse du colonel Michel Goya sur le fait que l'armée de Hezbollah, c'est un danger 1000 fois plus fort quand ça concerne Israël, et si on compare à l'armée, entre guillemets, de Hamas. Mais il faut quand même ajouter 2 éléments, je pense. D'abord, le fait que cet assassinat d'Ismail Haniyeh, on a bien dit, ça s'est produit à Téhéran à un moment extrêmement sensible pour les autorités iraniennes. C'est extrêmement gênant, embarrassant pour le régime d'Ayatollah. C'est ça qu'ils cherchaient avant tout aussi, Israël. Exactement, ils n'ont pas réussi à protéger Ismail Haniyeh sur leur sol. Et on a bien vu la nuit entre 13 et 14 avril que c'est tabou d'une frappe aérienne iranienne directe visant Israël, ça s'est produit déjà. Donc, ce tabou est brisé. Donc là, il y a cet élément. Est-ce que l'Iran va choisir de réagir? C'est une grande question. Et le deuxième élément, c'est bien sûr la question des otages. Parce que, certes, Hamas a perdu beaucoup de ses capacités militaires, mais ils détiennent toujours cette arme terrible qui est la vie des otages. Oui. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est une bonne question. Et c'est pour ça qu'Yahya Sinwar n'est pas inquiété, ainsi que Mohamed Deif. Bon, il n'a pas encore été, ils n'ont pas encore réussi à être éliminés par Israël. Si Israël pouvait l'éliminer, il le ferait, bien sûr. Oui, mais ils sont au milieu des otages. Est-ce qu'ils prendraient le risque de les éliminer au milieu des otages? Ils se félicitent déjà d'avoir tué Mohamed Deif, donc le patron de Brigade El-Qassam, le patron de l'armée du Hamas. C'est pas certain. Mais s'ils peuvent tuer Sinwar, ils le feront, oui, incontestablement. Alors, allons en Iran. On va aller retrouver Shahrboz Ghazi, qui est avec nous, notre correspondant à Téhéran. C'est vrai qu'il y a un malaise en Iran ce matin. L'Iran qui n'a pas réussi à protéger Ismail Haniyeh, avec peut-être des failles dans la sécurité du pays. Shahrboz Ghazi, comment on réagit sur place? Alors, il y a une première réaction du président iranien qui vient de publier un message en affirmant que l'Iran fera regretter, je le cite, les occupants terroristes pour leur acte lâche qui a été commis contre l'intégrité territoriale de la République islamique. Donc un message très clair. Il faut savoir que, comme cela a été rappelé par les invités, l'Iran a déjà frappé Israël il y a un peu plus de 3 mois, lorsque le consulat iranien à Damas a été frappé par une attaque israélienne, tuant l'un des commandants des gardes de la révolution en Syrie. Donc, ça ne serait pas la première fois. Et cette fois-ci, c'est la capitale iranienne même qui a été visée. Selon les informations dont on dispose, il s'agirait d'une attaque à l'aide d'un missile qui a frappé la résidence dans laquelle se trouvait Ismail Haniyeh, dans le nord de la capitale iranienne. Donc, une zone sensible où il y a beaucoup de dirigeants iraniens qui habitent dans cette zone. Et donc, l'endroit n'a pas été choisi au hasard. Et aussi, c'est un des dirigeants de ce qu'on appelle l'axe de la résistance qui a été visé à Téhéran, donc capitale de l'Iran. Et aussi, c'est un message qui a été lancé visiblement par les Israéliens. Et on affirme à Téhéran que cela n'a pas pu se produire sans l'aide des Américains. Donc un message très clair disant qu'Israël a la capacité de frapper la capitale iranienne avec, comme vous l'avez dit, une faille des renseignements, puisqu'on savait exactement ceux qui ont frappé la résidence, on savait exactement où se trouvait la résidence d'Ismail Haniyeh, qui est arrivé à Téhéran hier, et donc se trouvait dans cette résidence lors de l'attaque. Donc il y a une faille très importante des renseignements iraniens qui n'ont pas pu protéger un invité officiel qui était venu assister aux cérémonies de prestation de serment du nouveau président. Et quelle riposte, Shahrboz Ghazi, l'Iran, est-ce qu'elle a déjà réagi par rapport à ça? Est-ce qu'elle a déjà annoncé ce qui allait peut-être se passer dans les prochains jours suite à cette élimination? Alors bien évidemment, il n'y a pas eu encore de déclaration sur la manière dont l'Iran va réagir. On ne sait pas comment l'Iran va réagir. Mais il faut savoir que lorsqu'il y a 3 mois et demi, l'attaque contre le consulat iranien, plusieurs responsables militaires et politiques iraniens ont fait des déclarations très dures en affirmant que si jamais Israël s'en prenait à des cibles sur le territoire iranien ou contre des bâtiments diplomatiques iraniens dans la région, à ce moment-là, l'Iran répondra.
Donc on est dans ce cas de figure. C'est le seul et la capitale iranienne qui a été frappée, et c'est un allié de Téhéran qui a été tué lors de cette attaque à Téhéran. Donc si on prend toutes ces déclarations, l'Iran devrait réagir, et on ne connaît pas la nature, mais elle devrait réagir, et on a donc le précédent de l'attaque du territoire israélien à l'aide de 300 missiles et drones, donc après l'attaque contre le consulat iranien à Damas. Merci beaucoup, Shavos Ghazi, en direct depuis Téhéran pour LCI. Richard Verly, est-ce qu'Israël est en train de s'engager dans une guerre totale, à la fois en choisissant de toucher Ismail Haniyeh en Iran et à la fois en choisissant de tuer le numéro 2 du Hezbollah? Mais je pense qu'il y a deux lectures. Il y a la lecture de l'engrenage, celle-là on vient de la détailler, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Israël frappe de cette manière à Téhéran, le régime iranien doit répondre, et à partir du moment où Israël tue le commandant en chef du Hezbollah, pareil, le Hezbollah va répondre. Ça, c'est la théorie de l'engrenage. Elle est tout à fait possible et Israël l'assumera militairement de toute façon. Il y a peut-être une autre lecture, c'est que Israël s'engage plus que jamais dans une phase de frappe ciblée. Et que c'est les frappes ciblées, et peut-être ont-elles été même discutées en haut lieu par Bibi Netanyahou aux États-Unis, ce qui serait assez logique. C'est-à-dire que dans cette période d'intermédiaire, bien évidemment, Netanyahou est en force parce que le pouvoir américain en ce moment est fragile pour les raisons qu'on a évoquées. Mais avoir ces frappes ciblées, c'est une manière à la fois de sécuriser le soutien international, parce que personne aujourd'hui ne va contester à Israël le droit d'aller tuer ce type de dirigeant palestinien ou ce type de dirigeant du Hezbollah. Ça fait mal aux organisations qui luttent contre Israël et ça relève, je dirais, ça allège un peu la pression sur Gaza et la condamnation internationale dont Israël faisait l'objet. Donc c'est peut-être vers cette phase que l'on va, et c'est une phase qui en plus aura pour conséquence de faire extrêmement peur aux dirigeants de ces deux organisations, parce qu'ils se savent visés et ils savent que la période peut être fatale pour eux. Donc je crois qu'il ne faut pas, je pense pas qu'aujourd'hui on soit capable de trancher. Est-ce qu'on va vers un engrenage assuré, ou est-ce qu'on va plutôt vers une phase où Israël va privilégier des cibles précises? Elle en a les moyens, l'État hébreu vient de le démontrer, et c'est peut-être ce qu'on va voir dans les prochaines semaines. Et ce serait diplomatiquement, il faut le reconnaître, extrêmement habile, parce que Netanyahou maintiendrait le leadership militaire, comme cela a été dit, il ne veut négocier qu'en position de force, mais il éviterait la réprobation internationale que constituerait incontestablement une attaque massive, totale sur le Liban. Avec le go des États-Unis, Rina Bassist, on sait qu'il est revenu ce week-end des États-Unis. Benjamin Netanyahu, d'ailleurs, il n'a pas eu un accueil toujours extraordinaire de la part notamment de Kamala Harris. On a entendu aussi Nancy Pelosi avoir des mots assez durs pour lui. Est-ce que ces opérations, elles ont été effectuées avec l'accord des États-Unis? Bon, ça on ne sait pas pour le moment. On sait que pour cette opération à Beyrouth, a priori, Israël a averti, en tout cas, on ne sait pas si c'était coordonné, mais a averti, avant que ça s'est passé, a averti les Américains. On sait aussi qu'il y avait, et ça s'est passé après le retour de Netanyahou en Israël, il y avait une conversation téléphonique entre le ministère de la Défense, Yoav Gallant, et son homologue américain, Lloyd Austin. Donc, là, peut-être aussi, il y avait une sorte de coordination. Au moins, Israël a averti qu'il y aura des choses qui vont se passer. On a attendu justement ce même secrétaire de la Défense américain après la frappe au Téhéran. Il n'est pas entré dans les détails, bien sûr. Il n'a pas confirmé qu'Israël était derrière ces frappes, mais il a dit que si Israël est attaqué, encore sans préciser si ça sera l'Iran, si ça sera Hezbollah, sur lesquels des deux attentats ils réagissent, les États-Unis vont être du côté d'Israël et vont défendre Israël. Donc là, comme Richard, je crois, a très bien décrit, on est dans une situation où pour les Américains, c'est beaucoup plus, entre guillemets, facile d'être du côté israélien, surtout qu'il s'agit de Ismail Haniyeh, qui est un personnage aussi recherché par Oui, mais alors que toutes les chancelleries occidentales disent attention, pas d'escalade, appel à la retenue. Quand on va frapper en Iran, quelques heures après l'investiture du président iranien...
Oui, mais ça avait été annoncé. La tête d'Haniyeh était... Et ça reste ciblé. C'était une cible, on savait. En réalité, ce qui se passe dans la guerre d'Israël contre le Hamas, en tout cas, c'est que le gouvernement israélien peut au moins dire, écoutez, nous avons détruit actuellement l'armée du Hamas. Il y a 16 000 combattants du Hamas qui ont été tués, avec les blessés graves, les prisonniers, etc. Le Hamas est détruit, neutralisé. Il ne représente plus une menace, en tout cas avec pour le des chefs qui sont pas encore tués. Oui, mais les chefs, Aroura a été tué, numéro 2, Mahmoud Issa a été tué, Haniyeh vient d'être tué, Mohamed Deif est peut-être Ça, on tué. n'en a pas confirmation. On n'a pas confirmation. Et Yassine Noir est Et il reste Yassine Noir. Donc, du point de vue israélien, on peut dire, écoutez, voilà, une fois qu'on aura Yassine Noir, eh bien, la vengeance aura été faite, on aura tué toutes les têtes de l'attaque du 7 octobre et on aura détruit la menace du Hamas. Alors, un prix terrible pour la population gazaoui, et puis il reste toujours, évidemment, la question des otages, mais le gouvernement peut, à ce moment-là, dire, oui, nous avons... peut clamer victoire. Et par ailleurs, effectivement, le courant qui pousse pour que maintenant on s'attaque à l'autre menace qui est constituée par le Hezbollah va monter également en puissance. Tant plus que les freins à ce mouvement, des gens comme Benny Gantz, nos cabinets de guerre, n'est plus dans le cabinet de guerre. Lui, il s'opposait à cette extension du conflit. Joe Biden également, qui s'y opposait, n'a plus forcément le même poids dans la balance. Et donc, oui, ce qu'il faut craindre maintenant, c'est... il y a beaucoup de gens, en tout cas, qui disent, voilà, le Hamas, ça y est, au moins cette phase de destruction est terminée. On peut passer à autre chose et qui attendent effectivement de s'attaquer véritablement au Hamas. Et ils sont contenus, il y a deux camps. Il y a vraiment ceux les faucons qui veulent pousser à la guerre totale contre le Hezbollah, et puis je rappelle ça les réalistes, qui estiment que ce serait quand même se lancer dans une guerre très incertaine contre un adversaire beaucoup plus dangereux que le Hamas, et avec des conséquences qu'on peut difficilement estimer. Oui. Retrouvons Grégory Phillips qui est avec nous, spécialiste des questions internationales pour LCI. Grégory, merci beaucoup d'être avec nous. Effectivement, on s'interroge sur la suite de ce qu'il va se passer, notamment à Gaza, après ces 10 mois de guerre, avec ces otages qui sont encore là et ces négociations qui, aujourd'hui, effectivement, sont au point mort avec cette élimination du chef politique du Hamas et des Israéliens qui manifestent très, très régulièrement contre le gouvernement Netanyahou. Oui, vos invités ont bien résumé la situation. L'objectif du gouvernement israélien dans les jours qui avaient suivi les massacres du 7 octobre, il était double. C'était d'abord d'éradiquer le Hamas et en même temps de libérer les otages. Sur l'éradication du Hamas, incontestablement, la mort d'Haniyeh est un gros coup réalisé par les Israéliens, même s'il n'est pas encore assumé publiquement. On l'a dit, le patron des brigades Al-Qassam, Mohamed Deif, est sans doute aussi décédé dans une frappe à Khan Younes il y a quelques jours. Reste encore Yahya Sinwar qui dirige la branche militaire du Hamas à Gaza. Donc ça, pour le côté, on détruit peu à peu les infrastructures et dirigeantes du Hamas. C'est sans aucun doute un pas important qui a été franchi hier soir. Maintenant, l'autre objectif affiché par Benjamin Netanyahou, c'est la libération des otages. Et là, évidemment, on est dans une phase extrêmement délicate parce que on sait que Haniyeh, par ses contacts, notamment au Qatar, où il était installé, par ses contacts en Turquie, il était en Chine encore la semaine dernière, c'était un peu aussi la vitrine diplomatique du Hamas et qui permettait aussi d'avoir un canal de communication ou de discussion ou de négociation avec le Hamas. Maintenant qu'Haniyeh n'est plus là, qui va tirer les ficelles sur cette question extrêmement sensible de la libération des otages? On imagine que les réactions en Israël des familles notamment vont dire leur grande inquiétude. Vous savez que le nombre d'otages vivants reste encore à déterminer. On est quasiment à 10 mois de guerre et nul doute que ce qui s'est passé hier soir à Téhéran ne va pas faciliter les négociations entre le Mossad, la CIA, les interlocuteurs qu'ils soient qataris, égyptiens ou autres.
Merci beaucoup Grégory Phillips pour votre éclairage. Brandon, on se tourne vers vous maintenant pour revenir sur ce qui s'est passé très précisément. On l'a appris tôt ce matin, vers plus ou moins 5 heures du matin, cette élimination à Téhéran, en Iran, du chef du bureau politique du Hamas. Comment est-ce que ça s'est passé concrètement ? Ce sont les gardiens de la révolution iraniens qui ont annoncé les premiers dans un communiqué la mort du leader du Hamas, Ismail Haniyeh. Il aurait été tué par une frappe israélienne, une frappe aérienne à Téhéran cette nuit vers 2 heures du matin, selon les médias iraniens. Il se trouvait dans une résidence spéciale pour les vétérans de la guerre. Le Hamas affirme qu'Ismail Haniyeh a été tué lors d'un raid sioniste. Il était en Iran hier pour assister à l'investiture du nouveau président Massoud Pezeshkian. Il a également rencontré ce mardi le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei. Et on apprend il y a quelques minutes l'Iran qui accuse Israël et jure de lui faire regretter son acte. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a réagi assez rapidement dans un communiqué. Il condamne un lâche assassinat et une grave escalade. Ça ne restera pas impuni, affirme de son côté un responsable du Hamas. Les États-Unis portent également la responsabilité de la mort d'Ismail Haniyeh, déclare un haut responsable du Hamas. De son côté, l'armée israélienne n'a pas encore réagi. La Maison-Blanche également, mais qui prend part de cette information selon un porte-parole de la Maison-Blanche. Réaction de plusieurs pays depuis ce matin. La Turquie, dans un premier temps, premier à réagir, qui condamne, je cite, l'ignoble assassinat. Un assassinat politique inacceptable, juge Moscou. Le Qatar, qui également réagit et condamne, évoque une escalade dangereuse. Et réaction, il y a quelques minutes, de la Chine qui condamne la mort du chef du Hamas.